Tous les étés, nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués sur notre territoire national, nous ne savons pas trop où à l'avance, et à un moment, une ligne de front s'ouvre et il faut rapidement la détecter, la traiter et la mitiguer. La seule certitude que nous avons, c'est que chaque année, plus de 5000 fronts vont s'ouvrir sur notre territoire national. Pour faire face, en France, nous pouvons compter sur environ 250 000 pompiers, 41 800 professionnels et près de 200 000 volontaires. Comme toute armée, ils sont appuyés par des moyens aériens. Les Canadair, avions largueurs d'eau, les Dash 8 et également des hélicoptères, sans oublier des avions de liaison. En France, c'est la sécurité civile qui met en œuvre ces moyens. Pour le reste de l'Europe, c'est souvent les forces armées. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le tragique accident qui a eu lieu ce mardi en Grèce, avec un CL-215 Canadair mis en œuvre par 2 pilotes de l'armée grecque qui malheureusement sont décédés en se battant face à leur ennemi juré, le feu. Leur état final recherché, leur objectif à tous ces pompiers est très simple, c'est votre survie, c'est sauver ou périr. Et malheureusement, nous allons voir qu'envoyer se battre des combattants avec du matériel qui a plus de 60 ans, avec un aéronef propulsé par des Pratt & Whitney Double Wasp dont le premier test a eu lieu en 1937, n'est peut-être pas forcément une situation d'avenir. Roger, ball. Alors vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire suite aux images qui ont circulé où on voit malheureusement cet avion s'écraser. Nous ne mettrons pas les dernières secondes du vol sur la chaîne, l'événement est beaucoup trop récent, il faut attendre le compte-rendu d'enquête. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on utilise cette vidéo également en hommage pour les pompiers, les hommes et les femmes qui se battent au quotidien contre ces flammes. Et l'idée, le plan aujourd'hui, ça va être dans un premier temps de parler du CL-215 parce que c'est ce type d'aéronef assez ancien qui fonctionne avec 2 moteurs à piston, rendez-vous compte, qui a été utilisé par les Grecs. Ensuite, que nous regardions l'accidentologie de ce type d'aéronef et les CFIT, Control Flying into Terrain, ou toucher le sol. C'est des choses qui arrivent malheureusement trop régulièrement dans ce type d'aviation et nous verrons après derrière un petit peu plus en détail la passe, les conditions météorologiques extrêmes auxquelles ce type de pilote fait face. Et pour avoir fait de la chasse embarquée, je vous le dis clairement, je pense qu'il n'y a pas plus difficile comme condition de vol que ces conditions dans lesquelles ces pompiers du ciel vont se battre contre leur adversaire à seulement quelques dizaines de mètres. Alors le Canadair CL-215, c'est canadien, c'est une entreprise canadienne qui appartenait à General Dynamics, qui a été nationalisée après en 1976, puis qui a été vendue à Bombardier en 1986, avant maintenant d'avoir été revendue toute la partie aéronautique à Viking Air. Le Canadair, qui est à la base une entreprise, a été tellement synonyme, si je puis dire, de bombardier d'eau que maintenant c'est rentré directement dans notre dictionnaire. C'est le premier aéronef qui a été spécifiquement conçu pour la lutte contre les incendies. Il est amphibie, il peut écoper, ce qui veut dire récupérer de l'eau. Il va récupérer 5 tonnes d'eau en environ 10 secondes grâce à 2 écopes et il peut le faire sur mer ou sur lac. Il faut juste que les conditions de houle soient cohérentes et qu'il n'y ait pas de bateau devant. Donc si vous faites de la plaisance, poussez-vous. Mis en œuvre par 2 pilotes, premier vol le 23 octobre 67, mise en service depuis 69, 125 ont été construits et c'est un aéronef qui fait 12 tonnes 2 à vide, 17 tonnes 100 depuis la terre et qui peut monter à 19 tonnes 7 depuis l'eau. Et oui, il n'y a pas le train pour le tenir, donc il peut aller un peu plus loin en masse. Il va pouvoir prendre 5455 litres et il est propulsé par 2 moteurs, 2 fois 2128 chevaux pour voler à environ 290 km/h. Nous avons eu ces 215 en France initialement. En 96, ces 15-215 ont été remplacés par 12-415, le 415 étant maintenant la nouvelle version, sachant
qu'un nouveau type d'aéronef, le DHC 515, DHC c'est 2 Havilland Canada, devrait voir le jour. Il y a même des commandes qui ont été emmagasinées. Lui devrait être fabriqué à Calgary en Alberta. Il va prendre 6000 litres en 12 secondes, ça vaut 35 millions de dollars pièce. C'est le futur de la lutte contre incendie. C'est le fruit du retour d'expérience du Canadair qui déjà profitait du retour d'expérience des tout premiers avions bombardiers d'eau. Et les tout premiers avions bombardiers d'eau, ça nous vient à la toute base des pompiers californiens qui, dans les années 50, se sont mis à transformer des B-17 et des PBY Catalina et même le F-15 Reporter en avions bombardiers d'eau car il y avait besoin. En France, ça arrive en 1963 avec le Catalina basé à Marignane et après derrière eh bien, les CL-215. À noter également en bombardier d'eau qu'au Canada, il y avait des Martin M170, ça faisait 74 tonnes, et même du B-25 Mitchell qui ont été utilisés contre les incendies. Vous avez peut-être vu ces images, on voit des 737 également faire du largage, le C-130 est possible également, et le 747 a, durant une période, fait du largage, mais le plus efficace, le plus efficient reste le Canadair qui va pouvoir venir larguer très bas au contact et avoir un grand impact. Néanmoins, pour avoir un vrai impact sur le feu, il faut maintenir une cadence de largage, une permanence de largage sur l'incendie ou autour de l'incendie. Et il faut environ 20 largages par heure pour avoir un impact. Donc 20 fois 5,5 000 litres. La rotation, ce qui se passe actuellement en Grèce, ce sont des rotations entre 5 et 15 minutes. Ça veut donc dire qu'il faut une multitude d'aéronefs. Et ce que les Français reportent avoir fait là en Grèce, parce qu'il y a le 18 juillet 2 Canadair français qui sont partis avec la protection civile en renfort grâce au mécanisme de protection civile de l'Union européenne. C'était 2 aéronefs, 2 équipages par aéronef, donc un total de 10 pilotes, 18 personnels, parce qu'il y avait également un Beech 200 pour accompagner tout ça avec des mécaniciens. Et ils se sont retrouvés à faire des norias, donc des circuits. L'idée par un Canadair grec qui fait la radio et qui derrière donne les autorisations de largage. Et par moment, il tourne à 6 dans les norias, 1 ou 2 grecs, 2 français et également 2 italiens. Ça veut donc dire qu'un incendie peut mobiliser 6 Canadair à un moment donné. Alors vous allez me dire combien avons-nous de Canadair en France? Eh bien nous en avons 12, mais ils sont augmentés également par les hélicoptères bombardiers d'eau et par des Dash 8 que nous avons en plus grand nombre. Revenons-en au CL-215. Comme je vous le disais en introduction, il est propulsé par un moteur à double piston, très connu car c'est censé être un des plus meilleurs moteurs de ce type-là au monde, le double Wasp, qui n'est plus fabriqué maintenant, mais qui a été fabriqué en d'énormes quantités parce que notamment il équipait le B-26 Marauder. Donc vous aviez 3 pales de 4,60 m, c'est un très très gros moteur, mais encore une fois c'est du piston. Il y a eu des versions avec turbine, le CL-215T, comme par exemple utilisent les Espagnols, mais les Grecs, ils tournent encore avec cette technologie de 1937, avec un avion qui a été désigné dans la fin des années 60. Vous retrouvez des CL-215 en Italie, au Portugal, il y en a eu en Thaïlande, il y en a eu en Turquie et même au Venezuela. Mais de l'aveu même du Premier ministre grec, quelques jours seulement avant l'accident, c'est un aéronef qui est vieux, qui est dur à piloter et qui tombe souvent en panne. La version à turbine, la C215T ou le CL415 qui a également d'autres modifications, notamment avioniques, là vous êtes sur une quadripale, vous avez des pales qui font un tout petit peu moins de 4 mètres de diamètre, c'est le même moteur que sur des Dash 8 par exemple, et vous êtes forcément sur quelque chose d'un peu plus réactif. Depuis maintenant plusieurs semaines, il y a énormément d'incendies, ça s'est beaucoup augmenté ces derniers jours. Rhodes, Corfou, en Algérie également, Palerme en Sicile, Milan. Rien que la semaine dernière, eh bien en Grèce, c'est 35 000 hectares qui ont été brûlés. C'est l'équivalent des grands incendies de Gironde de l'année dernière. Nous, c'était l'été, eux, ça a été sur une semaine. Ça vous donne une idée de la force. Il y a eu des morts au sol, des morts dans la population civile, et là, malheureusement, également dans les pompiers du ciel. Le commandant de bord avait 34 ans, le copilote 27 ans, ce qui est jeune par rapport à nos pilotes de la sécurité civile. Pourquoi? Parce que là, ce sont des militaires d'active. Le cursus français est généralement à recruter des anciens pilotes militaires en tant que commandant de bord et mettre en tant que copilote des directs ou des personnes qui peuvent venir du monde civil. Vous avez généralement des pilotes plus âgés dans les aéronefs de la sécurité civile que là, le cas de ces militaires d'actifs qui forcément sont un peu plus jeunes. Je voudrais juste revenir rapidement sur l'accidentologie des CL-215
en Grèce pour être spécifique. Le 26 mai 77 du côté de Corinthe, lors d'un vol d'entraînement à l'écopage, l'avion s'était écrasé, il y avait eu 3 morts. En juillet 78, ils ont eu une fuite de carburant, l'avion avait pris feu mais ils avaient réussi à évacuer. En mars 84, il y avait eu 3 morts à l'entraînement suite à une panne moteur. En septembre 92, ça fait un bout de temps qu'ils volent, je vous le disais, du côté de Corinthe, il y avait eu un feu à bord lors d'une mission réelle, mais l'équipage avait survécu. En 93, juste l'année d'après, les commandes se sont retrouvées bloquées, le pilote n'avait plus l'autorité et malheureusement les 2 membres d'équipage sont décédés. Et là, eh bien, le 17 juillet 2000, un accident du côté de Volos. Il y a eu 2 morts également et juste avant un largage, l'aile droite avait touché le sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle un control flying into terrain et ça arrive malheureusement trop souvent. On a vu une vidéo très similaire il n'y a pas très longtemps où c'était en Italie avec ce Canadair qui malheureusement percute le sol également. Ce sont des petites îles, il y a énormément de relief. Pour être impactant, il faut venir rentrer dans le relief, ce qui vous force à passer les lignes de crête, à descendre, à plonger et ensuite à gérer votre ressource avec le largage de la charge, tout en essayant de ne pas percuter le sol. Il y a le sol, mais il y a également les arbres. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, vous avez les vagues à gérer pour ces avions amphibies et c'est le 6 juillet 2006 du côté de Tsia qu'ils ont tapé une vague et derrière le CL-215 a coulé. L'équipage avait été récupéré par un Super Puma. Plus récemment, le 26 juin 2016, il y avait eu un atterrissage d'urgence en campagne à cause, encore une fois, d'un incendie à bord de l'aéronef. Donc vous le voyez, c'est une flotte qui a eu pas mal de soucis, qui a déjà eu donc du vol contrôlé dans le terrain, problématique au niveau de la trajectoire. Et mardi dernier, c'était 4 aéronefs qui tournaient dans la Noria, dans le circuit, une centaine de pompiers au sol, et il y avait de la fumée. Il y avait le soleil qui peut également gêner, la fatigue accumulée depuis une semaine à lutter contre les incendies. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Français, au niveau du rythme, ils prennent 24 heures d'alerte de midi à midi. Pourquoi de midi à midi? Parce que ça permet de ne pas emplafonner les 8 heures d'amplitude. Ils ont le droit de faire, en France, 8 heures de vol et 60 écopages. Si vous commencez à 8 heures du matin votre alerte, à 16 heures, c'est fini. Alors que si vous commencez à midi, vous pouvez faire donc de midi à 20 h et vous pouvez également voler le matin sans emplafonner vos amplitudes, d'où ces gardes de midi à midi. Maintenant attention, la fatigue vient quand même rapidement, surtout que vous l'avez vu, ce sont du vol à basse altitude où il faut faire extrêmement attention et l'écopage est accidentogène, demande beaucoup d'énergie, surtout s'il y a des petits bateaux à gauche à droite qu'il faut éviter. Un autre point important, c'est celui de la pression. Quand vous voyez votre territoire qui brûle, quand vous voyez des maisons, que vous savez qu'il y a peut-être des populations locales, vous allez vous augmenter la pression, ce qu'on appelle la pression auto-induite, et ça peut vous amener à mettre le niveau opérationnel, la volonté d'impacter le champ de bataille, la volonté d'impacter les flammes au-dessus de votre propre sécurité. Il faut faire très attention à ça. Dans tous les cas, ce que l'on peut dire au niveau de ces images, c'est qu'on voit arriver le CL-215 avec un vario, comme on dit, une pente qui est assez forte, pour ne pas dire très forte. Il vient faire son largage au plus près, et là, lors de sa ressource, au moment où il est au niveau du point bas, on le voit toucher au niveau de l'extérieur droit. Donc la partie droite vient toucher la végétation et on voit que le flotteur est arraché. Il est probable, je dis bien probable, il faut laisser les enquêteurs enquêter, mais il est probable que cela fait un souci au niveau des commandes de vol, que cet arrachage de flotteur est peut-être aussi dû avec un souci au niveau des ailerons, les ailerons qui permettent de gérer le gauchissement de l'aéronef. L'avion, à ce moment-là, est déjà en virage. Et malheureusement, ils ne vont pas réussir à rétablir du vol rectiligne horizontal, même s'il est probable que le pilote se batte avec le palonnier, donc mettre du pied à gauche pour essayer de ramener le nez, de ramener l'avion vers du vol rectiligne horizontal. Malheureusement, cet impact a lieu alors qu'ils sont déjà tellement inclinés qu'ils se retrouvent dans une sorte de virage engagé par la droite, et même s'ils ont probablement la vitesse nécessaire pour se sustenter, ça part vers la droite de manière absolument incontrôlable. Est-ce que des avions ont déjà pu être pilotés avec des dégâts au niveau des commandes de vol? Oui, c'est arrivé. Un F-15 avait été ramené sur une seule aile, mais on ne parle pas du tout du même type d'aéronef, de la même puissance, de la même contrôlabilité. Et le CL-215, et il est à noter que des améliorations ont été faites au niveau des commandes de vol sur le 415 et également sur la prochaine version, le 515, pour justement rendre l'avion
plus fiable, plus robuste en cas d'impact. Maintenant, pourquoi je vous parlais de la propulsion en introduction? Parce qu'on voit que ça se joue à rien, mais peut-être qu'avec des turbines à la place des moteurs à piston, ils auraient pu passer juste au-dessus de cet arbre, mais le gros problème généralement dans ce type de trajectoire reste dans la visibilité. Donc la fumée impacte énormément votre conscience de la situation, les turbulences vont jouer également, la fatigue également, et comme je vous le disais, la pression auto-induite. Autre danger classique dans ces genres de zones, ce sont les lignes à haute tension, et autre point auquel on peut penser quand on voit un départ comme ça, c'est le souci moteur et la VMCA, la vitesse minimum de contrôle dans l'air. Vous avez deux moteurs, si vous avez et que vous avez par exemple le moteur droit qui ne fonctionne plus, que vous n'avez plus que la puissance sur le moteur gauche, si vous mettez plein gaz à gauche à faible vitesse, cela va créer un couple enlacé que vous ne pourrez pas contrer. La seule manière de récupérer la contrôlabilité de l'avion sera de réduire le moteur gauche. Vous doutez bien que si vous êtes à basse altitude et que vous perdez un moteur dans ces cas-là, c'est très compliqué. Donc en définitive, pour ces images, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur faire dire? Ce qu'on peut leur faire dire, c'est que piloter à basse altitude pour larguer dans ces zones-là extrêmement accidentées est extrêmement accidentogène. Ça demande une concentration de chaque instant, également de se prendre des marges. L'équipage doit jouer en permanence entre où est-ce que je mets ma sécurité, où est-ce que je mets l'efficacité et l'efficience opérationnelle, sachant que dès qu'ils prennent un peu plus de marge, ça a un énorme impact sur l'efficience. C'est ce qu'on appelle la maîtrise des risques aéronautiques. Ils sont en permanence en train d'essayer d'ajuster cette prise de risque fonction de leur conscience de la situation qui évolue en permanence et même entre chaque rotation. Rajoutez à ça un éventuel problème technique et rapidement les choses peuvent très mal se passer. Ce que je retiens de cette phase-là, c'est ce vario très fort initialement et donc ce passage bas, malheureusement, trop bas du fait de la végétation. Comme je vous le disais, les Grecs ont été aidés par la sécurité civile française qui est maintenant rentrée, par les Croates, par des Chinooks également égyptiens, par des Mi-26 jordaniens qui peuvent larguer 10 à 20 tonnes d'eau à chaque rotation, également comme en France par des Air Tractor, par ces petits avions. Petit point de philosophie différent entre les moyens grecs et les moyens français, la philosophie c'est que la France fait du guet aérien avec des Dash 8 notamment maintenant, avant c'était avec des trackers, et dès qu'il y a un feu naissant, tout de suite il va y avoir attaque de ce feu naissant avec le fameux retardant, la couleur rouge que vous connaissez. Rouge c'est le retardant. Quand vous ne voyez pas de rouge, c'est qu'il n'y a pas ou peu de retardant. C'est une philosophie d'emploi différente qui forcément demande énormément de moyens puisque vous devez maintenir une permanence en vol en continu. En France, entre 1980 et 2000, il y a eu en moyenne 5218 feux de forêt. On parle de 30 738 hectares par an qui ont été brûlés. L'Agence spatiale européenne a récemment mis sur Internet des comptes rendus assez intéressants qui nous viennent grâce au satellite Copernicus Sentinel. Il y en a deux qui datent de 2019, ces études, et qui montrent, d'après le lien que je vous mets en dessous, que 25 à 35% des gaz à effet de serre pourraient provenir d'incendies de forêt qui sont en fait beaucoup plus présents au niveau mondial que ce qu'on pensait avant il y a encore quelques années. Notamment dans la zone d'Afrique subsaharienne, où ce sont tout simplement des millions d'hectares qui brûlent tous les ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de petits incendies là-bas, d'inférieurs à 100 hectares, c'est plus de 80% des incendies qui sont petits. Il y a notamment de la culture sur brûlis qui a lieu là-bas. En France, on ne regarde pas, on ne calcule pas l'impact environnemental, vraiment en termes d'émissions de gaz carbonique, tout ça, sur des incendies. Et je pense qu'au vu de l'évolution de la société, au vu de l'évolution des budgets, de l'allocation des moyens, ça serait peut-être une excellente chose, quand on parle de ces incendies, de ces zones brûlées, de ces zones ravagées, de commencer à mettre en face un nombre de tonnes de CO2, un nombre de quantités de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, d'après les sources que j'ai trouvées, eh bien que tous les ans, c'est 2 fois l'émission du pays entier de l'Allemagne qui sont émis par ces incendies. Et si, on le voit bien, depuis maintenant environ 70 ans, les moyens alloués à ces pompiers de l'air ne sont pas plus augmentés que ça, même s'il y a eu récemment des annonces de la part du gouvernement français, on voit clairement que nous sommes en sous-moyens par rapport aux défis qui sont les nôtres à l'heure actuelle de lutte contre les incendies. Et il pourrait être très intéressant que plutôt sur l'hypothétique
bénéfice écologique que l'on aurait à arrêter la navette entre Bordeaux et Orly que si on investissait de manière beaucoup plus sérieuse sur des aéronefs qui nous permettraient de faire du guet aérien, d'attaquer ces incendies dès leur croissance et derrière, eh bien, tout simplement de sauver des vies, de protéger des populations et d'éviter aux équipages de se retrouver avec des rythmes tels qu'ils se retrouvent par moments à faire peut-être des erreurs d'appréciation. Nous avons beaucoup parlé ces derniers temps de l'augmentation des budgets pour la LPM, pour la loi de programmation militaire, avec des budgets qui ont doublé. Ne serait-ce pas merveilleux si également, face à un adversaire qui arrive, qui est au rendez-vous tous les ans, qui vient faire plus de 5000 incendies par an en France, et je ne parle même pas de l'Europe, on voit clairement que c'est en augmentation, on pouvait également permettre aux hommes et aux femmes appelés à nous défendre à avoir le meilleur matériel dans les meilleures conditions possibles et pouvoir mettre en œuvre une flotte qui nous permette tout simplement de créer plus que 2 Noria de 6 aéronefs en même temps en France ou en Europe. Oui, la France peut être attaquée sur son territoire, elle l'est tous les ans, mais ce n'est peut-être pas l'ennemi que l'on imagine. Merci à nos soldats du feu, merci à ces hommes et ces femmes qui vont passer leur été à nous défendre. Je vous mets juste en dessous le lien si ça vous intéresse pour faire sapeur-pompier volontaire, et également le lien vers les Canadair. Nous reviendrons sur cet accident une fois que le compte-rendu d'enquête sera sorti. D'ici là, fly safe et fight safe.